Forcément, il a changé. Comme vous le dites, d'abord, on a des sujets de préoccupation qui sont très présents dans l'esprit de tout le monde. Je pense que c'est une période où il y a beaucoup d'incertitudes, beaucoup d'inquiétudes aussi, voire de la colère chez certains. Donc du coup, c'est vrai que ça repositionne forcément tous les sujets dans l'esprit des Français. Je pense qu'en même temps, vous avez entendu comme moi, ceux qui sont empêchés de travailler, peut-être qu'ils mesurent davantage à quel point c'est structurant dans sa vie, et dans sa vie sociale en particulier. Donc je pense que forcément, ça aura sans doute bougé le rapport au travail. Ça permet de voir à quel point c'est structurant de se rendre à son travail, de rencontrer ses collègues. Et c'est vrai aussi que les salariés qui sont en télétravail le disent, ils ont envie de retrouver leurs collègues. Je trouve qu'il y a une pression énorme sur les jeunes à qui on dit c'est quoi ton projet professionnel. Et je pense qu'aujourd'hui, on a trop en tête que son projet, il est déterminé à 16 ans, à 18 ans et qu'on n'en change pas. Donc je pense que c'est important qu'on commence tous à se dire qu'on peut démarrer une vie professionnelle et qu'on pourra se former pour changer de métier. Et on peut aussi le faire, et c'est ce qu'on met en place avec un outil qu'on a inventé avec les organisations patronales et syndicales qui s'appelle Transition collective, pour se dire aussi que quand on est dans une entreprise qui a des difficultés, quand son emploi est menacé, on peut aussi se former, et là, donc, l'État va le financer pour faire autre chose. On est dans un monde qui sera de plus en plus incertain. On voit qu'il y a des crises. Cette crise sanitaire, personne ne l'avait vu venir, mais la crise écologique, elle est aussi là. Donc on peut penser qu'on aura besoin de changer de métier au cours de sa vie et se dire que la formation professionnelle, c'est un outil qui vous libère pour faire ça, qui vous donne des nouvelles opportunités. Je pense que c'est important. On regarde ces chiffres en se disant que c'est une crise qui est très longue, qui effectivement pèse sur le moral de tout le monde, qu'il faut être attentif quand on est dans une situation de ce type-là, au fait qu'on a des gens qui sont épuisés et qu'il faut savoir les accompagner en tenant compte de ces difficultés que connaissent beaucoup de Français. Et justement, sur la santé au travail, un accord interprofessionnel vient d'être signé. Il y a une proposition de loi au Parlement qui arrive. Est-ce que vous allez vous en saisir aussi? Est-ce que vous allez apporter des choses? Alors, moi, je suis très respectueux. Vous savez, on peut avoir différentes philosophies sur le sujet. Je pense que les partenaires sociaux, comme on dit, donc les organisations patronales et syndicales, sont les mieux placés pour trouver des bonnes réponses pour ce qui se passe dans le monde professionnel. Donc je suis très favorable à la négociation sociale et quand les organisations patronales et syndicales ont trouvé un accord, évidemment, il faut le respecter. Ça ne veut pas dire qu'ils ont épuisé tous les sujets de santé au travail. Et donc on pourra, le cas échéant, apporter des éléments complémentaires. Mais pour ce qui concerne l'accord, la discussion qui s'ouvre au Parlement, ce n'est pas l'occasion de refaire le match de la négociation. Je pense qu'il ne faut pas dire ça. Je pense qu'on est peut-être en overdose de télétravail en ce moment. Et il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, si je peux dire. Effectivement, au premier confinement, beaucoup de gens ont découvert le télétravail et ont plutôt vu l'aspect positif de se dire c'est formidable, ça m'évite des trajets qui sont fatigants, ça m'évite du temps que je passe tous les jours. Enfin, il y a quand même beaucoup de Français qui passent 1 heure, voire parfois 2 heures de leur vie tous les jours dans les transports. Donc c'est aussi un élément de libération, le télétravail. C'est vrai que dans le premier confinement, ce n'était pas simple, même si beaucoup, je pense, ont quand même apprécié cette dimension-là, parce qu'on avait les enfants à la maison. Et évidemment, quand on télétravaille avec ses enfants, qu'on doit par ailleurs aider à faire les devoirs, ça devient quand même un peu compliqué. Au moment où on a remobilisé le télétravail comme outil de lutte contre l'épidémie, moi je sais que j'ai été frappée de voir des salariés qui ont vécu ça comme un drame, en fait. C'était vraiment l'angoisse de repartir dans des semaines à la maison, à ne pas rencontrer ses collègues. Et c'est le défaut qu'on peut avoir dans le télétravail 5 jours sur 5 pendant longtemps.
Je pense qu'une fois qu'on aura surmonté la crise qu'on est en train de vivre en ce moment, il faudra qu'on puisse consolider ce que ça a de bien. C'est-à-dire c'est quand même un outil de liberté, un outil pour reconquérir du temps personnel et donc pour un meilleur équilibre vie privée, vie professionnelle. L'accord qui a été trouvé entre les partenaires sociaux donne aussi des repères pour qu'on reste sur des droits à la déconnexion, sur du volontariat. Donc je pense qu'on pourra reprendre toute la partie positive du télétravail en évitant cet aspect 5 jours sur 5 pendant 2 mois, ça a été le cas. Hier, vous n'en avez pas parlé, ou en tout cas, on ne l'a pas entendu, justement sur le télétravail. Est-ce que vous encouragez toujours, enfin, vous pas encouragé, mais vous avez dit les salariés qui souhaitent revenir 1 jour par semaine dans l'entreprise le peuvent. Est-ce qu'on reste toujours sur cette règle ? On reste sur cette règle. On reste sur la règle qu'on recourt au maximum au télétravail. Donc toutes les tâches qui peuvent être faites à distance doivent être faites en télétravail, ce qui veut dire que quand toutes vos tâches peuvent être faites à distance, vous devez être en télétravail 5 jours sur 5, sauf quand on en exprime le besoin parce que justement on souffre d'isolement, on a envie de retrouver un peu de vie sociale avec ses collègues, on en a besoin, alors on permet de revenir 1 jour sur 5. Et moi je suis assez choquée, je vais vous dire, des critiques que je vois qui disent c'est n'importe quoi, c'est incohérent, pourquoi on continue à permettre cet assouplissement alors même qu'effectivement il y a une épidémie qui est très forte. Je me dis, les gens qui disent ça, ils n'ont pas entendu les salariés, ils n'écoutent pas les DRH, ils n'écoutent pas les représentants des salariés qui disent qu'il y a une souffrance psychologique. Et moi, je ne veux pas ignorer cette souffrance psychologique, donc on maintient cette règle. Ce que je dis, moi, c'est qu'on a mis en place, dans le cadre du plan Un jeune, une solution, une réponse dont je suis convaincue qu'elle est mieux que le RSA jeune. Quand on a 16 ans ou 18 ans, soit on sait exactement ce qu'on veut faire, on part dans son cycle d'études, ou bien on a le diplôme qui va bien pour accéder tout de suite à un emploi, soit on a souvent besoin d'être accompagné. Et ce qu'on met en place dans le cadre du plan Un jeune, une solution, c'est une sorte de garantie jeune universelle. Donc la garantie jeune, c'est un super dispositif qui n'est pas forcément suffisamment connu, mais c'est précisément ça. C'est un accompagnement dans lequel il y a des moments en collectif qui sont importants, parce que quand on est un jeune et qu'on est en difficulté, c'est important de se dire qu'on n'est pas tout seul, que ce n'est pas un problème qui viendrait de soi, qu'on a d'autres jeunes qui vivent la même chose, où on peut vous apprendre à passer un entretien d'embauche, on vous permet de passer des moments dans une entreprise, et puis parce que vous pouvez aussi avoir besoin d'un soutien financier, dans le cadre de la garantie jeune, vous avez un soutien financier qui est un RSA, c'est un RSA tous les mois. On a voulu... Pardon ? Ce dispositif sera valable, on va dire, pendant 1 an. Alors, attendez, ça c'est la base. Donc on a ce dispositif qui est bien, qui est la garantie jeune. On a décidé en 2021 de doubler le nombre de jeunes qui vont pouvoir en bénéficier. On en avait 100 000 en 2020, on va passer à 200 000 en 2021. Et puis on a décidé que quand vous êtes dans un parcours, dans un accompagnement, ça peut être à la mission locale, c'est la mission locale qui vous propose la garantie jeune, mais vous pouvez aussi avoir un accompagnement par Pôle emploi, un accompagnement intensif par Pôle emploi, vous pouvez être accompagné par l'APEC. Désormais, vous aurez aussi la possibilité, si vous en avez besoin, d'avoir une rémunération jusqu'à 500 € par mois. Et l'idée, c'est de pouvoir avoir un parcours où on vous prend, parce que vous en exprimez le besoin, vous avez besoin d'un accompagnement, et on vous amène jusqu'à l'emploi avec des moments où vous serez dans ce type d'accompagnement, des moments où vous serez en formation. Et ce qu'on a fait, moi ce que j'ai vraiment voulu faire dans le plan jeune, c'est tout au long de votre parcours, vous avez droit à une rémunération jusqu'à 500 € par mois si vous en avez besoin. Par exemple, on a aussi revalorisé la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle. C'était près de 300 €, ça n'avait pas bougé depuis les années 80, on est aussi passé à 500 €. Donc mon objectif, c'est qu'on puisse proposer à chaque jeune un accompagnement
avec une rémunération pouvant aller jusqu'à 500 € par mois. Pendant combien de temps cet accompagnement? C'est ça que j'arrive pas bien à saisir. L'accompagnement jusqu'à ce que vous soyez dans l'emploi. D'accord, mais donc ça pourrait durer 2-3 ans. Alors je ne souhaite pas que vous soyez en garantie jeune, vous voyez, pendant 2-3 ans. Je pense que vous pouvez avoir besoin d'être 18 mois, et c'est une possibilité qui existe, et il faut qu'on soit souple et qu'on s'adapte aux besoins de chaque jeune. Mais vous voyez, quand vous êtes en garantie jeune, c'est un accompagnement dans les termes que je vous ai décrits, vous n'êtes pas en train d'acquérir des compétences, vous n'êtes pas en train de vous donner les moyens d'aller vers un métier qui vous conviendrait. Donc du coup, je pense que c'est important qu'on ne soit pas dogmatique sur c'est 1 an et puis tout s'arrête. Surtout pas, surtout pas. Je pense que l'idée, c'est un droit inconditionnel à l'accompagnement. Vous êtes à la mission locale, vous allez à Pôle emploi, vous allez à l'APEC, vous avez le droit d'être accompagné et il faut qu'on vous accompagne jusqu'à ce que vous arriviez d'abord à avoir un projet professionnel qui vous plaît et à ce qu'on vous donne les moyens de réaliser ce projet professionnel. Mais du coup, vous direz que le RSA pour les 16-25, ce serait un frein justement à l'emploi ou un frein à une entrée dans la vie professionnelle? Je dis que ce qu'on propose, c'est mieux. Je dis que ce qu'on propose, c'est mieux. Parce que d'abord, vous voyez, je comprends bien qu'il y a des jeunes qui sont en difficulté, qui ont besoin d'un soutien financier, mais il ne suffit pas de donner une rémunération. Un jeune, il faut qu'on l'aide à construire son projet professionnel et à le réaliser. Et c'est bien ce qu'on fait. Donc on l'aide à régler les problèmes immédiats et on l'aide à accéder à l'emploi et à gagner son autonomie. Donc je suis convaincue que c'est ça qu'il faut faire. Et donc il n'y aura jamais de RSA pour les 16-25? Je dis que c'est mieux. On aura une garantie jeune universelle et c'est mieux. Mais il n'y en aura jamais. C'est une question de mots. C'est une question de mots, vous voyez. Non, mais c'est une question de mots. Le RSA, ça partait d'une belle idée qui était peut-être un peu celle que je décris. Mais aujourd'hui, quand on parle de RSA, personne n'entend ce que je suis en train de vous dire. Et donc, du coup, c'est en ce sens que, non, on ne veut pas un RSA jeune au sens de ce qu'est devenu le RSA, c'est-à-dire la partie insertion a disparu au fil des temps. Et donc, ce n'est pas ça qu'on veut pour les jeunes. On veut pour les jeunes un accompagnement, une aide à bâtir un projet professionnel, tous les moyens pour réussir ce projet professionnel et une aide financière. Donc vous voyez, je ne pense pas que c'est une bonne idée de parler d'un RSA jeune quand on voit ce qu'est le RSA aujourd'hui, qui n'est pas conçu comme... Aujourd'hui, personne ne vous dit le RSA c'est super, c'est un moyen d'émancipation. Personne ne vous dit ça. Et pour les jeunes, je veux quelque chose qui soit un moyen d'émancipation. Attendez, je pense qu'on avait besoin sur cette réforme de mener des concertations pour l'adapter à la situation actuelle. Il y a 2 principes forts dans la réforme qui sont de lutter contre la précarité par le recours excessif à des contrats courts. C'est le système de bonus-malus. Donc, si une entreprise se singularise parce qu'elle recourt plus que les entreprises comparables à des contrats courts, alors sa cotisation à l'assurance chômage sera plus forte. Donc je pense que c'est important de dissuader le recours excessif aux contrats courts. Ça permet de lutter contre la précarité. Et on voit dans la crise à quel point ceux qui enchaînaient des contrats courts sont fragilisés aujourd'hui. Il y a un deuxième volet qui me semble aussi important, qui est l'équité du mode de calcul de l'allocation chômage. Aujourd'hui, quand vous travaillez à mi-temps tous les jours ou que vous travaillez à plein temps 1 jour sur 2, vous avez travaillé le même nombre d'heures et vous n'avez pas du tout la même allocation. Donc je pense que ça mérite qu'on trouve des règles qui soient plus équitables. Et donc on prend le temps de ces concertations avec les organisations patronales et syndicales. Et puis, on a aussi besoin de caler les différents paramètres sur l'ouverture des droits, par exemple, en tenant compte de la situation économique actuelle. Et je pense que cette réforme, il faut la mener à bien dans la concertation avec les partenaires sociaux et en tenant compte de la conjoncture actuelle, de la situation du marché de l'emploi. Je pense que c'est raisonnable, quand on a une réforme qui avait été conçue en 2019, d'avoir pris le temps de la discuter avec les organisations syndicales et patronales pour adapter les paramètres en tenant compte de la conjoncture. Je
pense que chacun pourra comprendre que 2021 et 2019, ce n'est pas la même conjoncture. Donc, je pense que c'était important de prendre le temps d'en discuter les règles avec les partenaires sociaux. Ces discussions, elles ont eu lieu à la fin de l'année dernière. Je les reprendrai d'ici la fin du mois de janvier pour qu'on puisse atterrir, aller au bout d'une réforme qui doit être juste et qui doit tenir compte du contexte actuel. Et l'objectif, c'est la mise en application au mois d'avril, au 1er avril ? L'objectif, on le réglera aussi en fonction du temps des discussions dont on a besoin. C'est en tout cas dans les prochains mois qu'il faut que cette réforme se mette en œuvre. Moi, je trouve que cette réforme, ça mérite qu'on en reparle avec les Français. C'est une réforme dont l'objectif est d'avoir un système plus lisible et plus juste. Aujourd'hui, on sait qu'on a 42 systèmes de retraite. C'est quelque chose qui était sans doute pas gênant à une époque où on passait sa vie professionnelle au sein d'une même entreprise. Aujourd'hui, on a des parcours où on va changer d'entreprise. Dans le système actuel, c'est extrêmement pénalisant. Quand, par exemple, vous avez démarré comme fonctionnaire, puis ensuite vous allez dans une entreprise, ou le contraire, c'est extrêmement pénalisant dans le mode de calcul de votre retraite. Donc, on a déjà cet inconvénient-là. Et puis, les règles ne sont pas du tout les mêmes d'un régime à l'autre. Qu'on veuille avoir un système qui donne plus de fluidité et qui donne de la justice entre les différents régimes, je pense que ça reste un enjeu très important. En plus, ce système qui est très fractionné avec des règles différentes, il pénalise certains des salariés. Il pénalise particulièrement ceux dont on a beaucoup parlé lors du premier confinement, ce qu'on appelle les travailleurs de la deuxième ligne, qui ont des carrières hachées et qui, à la fin, se retrouvent avec des toutes petites retraites. Donc, je pense que notre pays a besoin d'une réforme des retraites. Mais en ce moment, je peux vous assurer que 100% de mon temps, comme celui des organisations syndicales et patronales, c'est de surmonter la crise, c'est vraiment la priorité. Bien sûr que c'est un sujet... d'abord, je ne peux pas partager le fait qu'on n'en a pas parlé. On a fait des campagnes de testing, par exemple, et on s'efforce d'apporter des réponses, notamment parce qu'on ne peut pas accepter le fait qu'un jeune, parce qu'il n'a pas la bonne adresse, qu'il n'a pas les bons codes, ne puisse pas accéder à un travail. Donc c'est le dispositif d'emploi franc qui a été mis en place, dans lequel, quand on embauche un jeune qui réside dans un quartier prioritaire de la politique de la ville, on donne une incitation financière à l'entreprise. Il se trouve que ce dispositif, il a bien marché. On avait un objectif, je crois, de 35 000 emplois francs cette année, en 2020, qui a été tenu. Je pense que ça ne suffit absolument pas. D'abord, je pense que non seulement on doit donner des incitations à l'embauche pour les entreprises, mais qu'il faut aussi accompagner les jeunes, comme on le disait, qui n'ont pas forcément les codes, les accompagner pour se préparer à rentrer dans l'entreprise, les accompagner au moment de l'embauche, les accompagner, le cas échéant, après l'embauche, parce que c'est un monde qui a ses règles, l'entreprise, et c'est important pour que ça se passe bien pour le jeune, qu'on puisse lui réexpliquer ses règles. Donc, il faut évidemment continuer à déployer ce qu'on a prévu, le renforcer avec l'accompagnement dont je parle, et on va continuer dans les prochaines semaines à renforcer nos dispositifs. C'est un sujet auquel le président de la République tient beaucoup, qu'on avance sur l'égalité des chances, et c'est notamment ça, qu'il n'y ait pas de discrimination, et donc on aura certainement des propositions dans les prochaines semaines sur ce sujet. Je peux essayer d'expliquer pourquoi on met cette règle. Vous avez vu qu'on a une pression énorme de l'épidémie partout en Europe. Au moment où on nous a critiqué au mois de novembre parce qu'on a fait un confinement, tous nos voisins sont actuellement, j'exagère en disant ça, mais en tout cas beaucoup de nos voisins sont aujourd'hui en confinement. Vous avez compris qu'aujourd'hui, en France, la situation elle est meilleure qu'ailleurs. Je tiens à le dire parce que quand
ça va moins bien chez nous que chez les autres, il y a beaucoup de gens qui le disent, quand ça va mieux chez nous que chez les autres, alors là, on ne les entend plus. Ceux qui sont des fanatiques de la comparaison, ils sont quand même plutôt là pour dire « Ah, ça va moins bien en France ». De temps en temps, on peut se dire que là, ça va mieux en France. Mais il faut qu'on soit très prudent parce que quand on voit la façon dont l'épidémie peut flamber en Suisse, au Royaume-Uni, au Portugal, évidemment, ça doit nous inciter à la prudence et à renforcer nos mesures. Il se trouve que ce couvre-feu à 18h, il est mis en place dans quelques départements depuis début janvier et on a vu, je ne vais pas faire la sociologie de pourquoi, comment, je constate simplement que ça divise par 2 ou 3 les augmentations dans ces départements. Donc c'est une mesure qui semble pertinente pour ne pas passer par une mesure de confinement et en même temps ralentir la diffusion de l'épidémie. Je ne voulais pas rentrer dans la petite polémique, mais oui, je vous demandais si on ne peut pas trouver d'autres arguments que de dire... parce que c'est quand même... Enfin, les gens retiennent malheureusement aussi beaucoup ce genre de phrases. Et est-ce que vous ne regrettez pas ce genre de propos de la part de... Je pense que dans le contexte actuel où tout le monde est fatigué et énervé, il faut qu'on soit peut-être plus attentif, qu'on ne simplifie pas les choses. C'est pour ça que je ne vous réponds pas sur quel comportement on est en train d'agir. On constate aujourd'hui que ça permet de réduire. Après, je ne vais pas, moi, vous dire que de façon générale, les Français, qu'est-ce qu'ils faisaient entre 18h et 20h ? Chacun faisait à sa façon. Donc je ne sais pas, je constate simplement que ça marche. Et je pense qu'effectivement, on est dans une période où je vous dis, il faut peut-être qu'on fasse encore plus attention que d'habitude à choquer personne. C'est peut-être la limite, vous voyez, de dire on fait attention à ce qu'on dit, en même temps, il ne faut pas déformer ce qu'on dit. Jean Castex, je l'ai entendu 100 fois dire qu'on est fier de maintenir les écoles ouvertes en France parce que l'incapacité des jeunes partout dans le monde à aller à l'école est un énorme problème d'inégalité et un énorme problème de chance qu'on donne à cette génération qui n'accède pas à l'école. Donc vraiment, c'est le fondement des décisions qu'on prend, y compris en étant critiqué par certains, de maintenir les écoles ouvertes, c'est parce que c'est un énorme... Fermer les écoles, faire de l'enseignement à distance, c'est évidemment ce qu'on doit faire quand on n'a pas le choix, mais tant qu'on aura le choix, on veut maintenir les écoles ouvertes pour les jeunes. En fait, j'ai pas de doute, vous voyez, je pense qu'on a la chance d'être en démocratie. Et le propre de la démocratie, c'est qu'il y a des oppositions et qui sont là pour critiquer et pour proposer. Ce que je note simplement, c'est que ça fait un certain temps que les critiques, on les entend, on a même des oppositions qui disent le contraire aujourd'hui de ce qu'elles ont pu dire avant. Vous voyez, quand... Par exemple, le Parti socialiste nous disait qu'il faut mettre en place un comité associant des citoyens pour gérer la politique vaccinale. On le fait, il critique. Gérard Larcher qui nous disait « Attention, ce n'est pas une course de vitesse, le vaccin, ça doit être fait avec beaucoup de précautions ». On a démarré en prenant beaucoup de précautions, on critique. Donc oui, c'est le rôle de l'opposition de critiquer, de proposer. C'est pas de dire systématiquement que ce qu'on fait ne va pas. Je pense qu'on peut quand même se dire que s'ils avaient des propositions à faire, c'est le moment de les mettre sur la table plutôt que de dire que systématiquement tout ce qu'on fait ne va pas, quitte à se contredire, quitte à critiquer les propositions qu'ils ont fait eux-mêmes. Vous voyez ? Je pense que, sur les sujets de l'environnement, c'est important de continuer à renforcer les règles. On a déjà beaucoup d'infractions aux droits de l'environnement qui sont sanctionnées. On voit qu'il y a des fois, il y a des fautes qui ne rentrent pas dans les cases de ce qui est sanctionné. Donc moi, je suis convaincue que c'est important d'avoir une faute générale qui couvre tous les cas qu'on n'avait pas prévus. Ensuite, il ne faut pas non plus créer beaucoup d'inquiétudes en disant même, vous pouvez aussi être de bonne foi, vous pouvez aussi faire des erreurs de bonne foi, et au bout d'un moment, si on a des motifs trop flous, vous pouvez aussi faire que ça insécurise tout le monde. Donc c'est le bon équilibre qu'il faut trouver. Je pense qu'il y a eu une discussion, et moi je ne suis plus sur le sujet parce que je peux vous assurer que je m'occupe bien avec les miens, entre Éric Dupond-Moretti et Barbara Pompili pour trouver la bonne formulation qui permet de répondre
au trou dans la raquette des fautes graves contre l'environnement qui ne sont pas bien sanctionnées aujourd'hui, sans faire peser un risque très important sur des gens qui sont de bonne foi et dont je ne sais pas très bien comment ils peuvent agir plus efficacement. Et peut-être ce genre de délit n'est pas la bonne réponse. Je pense qu'on est sur des sujets qui sont à la fois importants et délicats. Et je pense que vraiment, c'est des débats qu'il faut mener dans le calme. Il faut éviter d'hystériser les débats, si vous voyez ce que je veux dire. Ce genre d'amendement hystérise les débats ? Oui, je pense que c'est le cas. Non, parce que vous me dites, vous reculez devant cette élection. C'est quelque chose dont j'ai envie et je dis qu'en même temps, vous voyez, ici, la responsabilité qui est la mienne, c'est de consacrer toute l'énergie que je peux à protéger les emplois, à accompagner les salariés en difficulté, à accompagner les jeunes en difficulté. Donc voilà, il y a un moment, il faut aussi faire des choix. Et il y a une responsabilité qui m'a été confiée par le Président de la République et le Premier ministre que je veux exercer à 100%. Je vous posais cette question parce que d'autres ministres pourraient y aller. Est-ce que, vous dites ça, j'entends vos arguments, mais je n'ai pas dit que je ne m'impliquerais pas dans la campagne des régionales, vous voyez. Mais simplement, prendre la responsabilité d'être tête de liste, ça veut dire consacrer beaucoup de temps. Faire une campagne de régionale, ça veut dire rencontrer les gens partout dans la région, ça demande beaucoup de temps. Est-ce que vous diriez qu'un ministre de l'Éducation peut être tête de liste aux élections régionales dans cette période ? Écoutez, c'est son choix à lui. Je pense que le Président de la République et le Premier ministre sont d'accord sur le fait qu'il y a des ministres qui sont en première ligne dans la crise, qui est une crise sanitaire. Donc il y a un ministre de la Santé, économique, il y a un ministre de l'Économie et sociale, il y a un ministre du Travail. Voilà. En fait, je pense, et c'est peut-être, on l'évoquait pour la situation dans laquelle on est aujourd'hui, où les gens sont fatigués, où ils sont un peu à fleur de peau, sans doute au moment où on a fait la taxe carbone, je pense que c'était aussi très demandé et considéré comme une bonne réponse par rapport à une autre urgence qui existe, qui est l'urgence climatique. On n'a pas forcément mesuré à quel point les difficultés que les Français accumulent depuis des décennies pouvaient générer autant de colère sur un sujet dont on n'a pas mesuré le caractère éruptif chez les Français. Donc je pense que forcément on retiendra de ce quinquennat qu'il faut faire très attention à ce que chacun peut porter du fait de décennies d'un aménagement du territoire qui n'a pas forcément été équilibré, où on a des emplois qui ont été aspirés dans les villes, de décennies où certains peuvent avoir l'impression qu'ils n'ont pas autant de chance que les autres. Je pense qu'il faut y faire très attention et apporter des réponses fortes. Vous direz que vraiment c'est un moment de bascule dans ce quinquennat et que les ministres ont un peu appris de cette crise ? Je parle de la crise des Gilets jaunes. On apprend forcément quand on a une situation aussi difficile que celle qu'on a vécue pendant la crise des Gilets jaunes, parce qu'elle met à jour des situations difficiles dont on ne parle pas suffisamment. Je pense aussi qu'elle a montré qu'il faut faire très attention à la vision déformée de la réalité du pays qu'on peut avoir en étant à Paris. Vous voyez, moi, dans mon passé, j'ai été préfète d'une région rurale. Parfois, on a l'impression qu'on ne vit pas dans le même pays quand on écoute les médias nationaux entre Paris et le reste du territoire. Donc je pense que, et je sais que ça tient à cœur au Président de la République, il faut qu'on fasse très attention à l'unité de notre pays, à ce qui n'est pas des gens qui se sentent oubliés. Ça montre aussi ça. Donc ça montre, je pense, des problèmes qui sont profonds, qui viennent de loin, dont on ne parle peut-être pas suffisamment dans nos médias nationaux, dans les cercles parisiens, et qui sont des vraies souffrances que les gens peuvent vivre dans notre pays. Moi, je ne suis pas là pour juger les médias, je ne suis pas qualifiée pour ça. Je regrette peut-être le fait qu'on ne donne pas assez la parole dans les médias
aux Français, aux vrais Français. Vous voyez, moi, il y a une démarche que j'aime beaucoup quand je me déplace, c'est les faces aux lecteurs. Je trouve que c'est des moments passionnants. Et je pense que on s'enferme peut-être un peu trop dans nos débats, dans nos questions, en étant insuffisamment, voilà, en voyant insuffisamment dans les médias les questions, les vraies questions que se posent les gens. Je suis pas sûr qu'il y ait des ministres qui tweetent toutes les 5 minutes. Par exemple, Marlène Schiappa, Gérald Darmanin utilisent du Twitter d'une autre façon que vous, pas? Oui, enfin, chacun ses choix. Enfin, moi, je Vous pensez que Twitter est un problème dans la vie politique ou dans, je sais pas, dans les débats? Est-ce que vous avez cette impression-là? Je pense que de façon générale, on voit que les réseaux sociaux ont complètement transformé le débat public. Parce que c'est à la fois des entreprises privées, mais qui prennent une place énorme dans le débat public et qui peuvent donner aussi des visions totalement déformées de la réalité. C'est vrai d'autres réseaux sociaux, hein, je ne sais pas si on va faire un catalogue des réseaux sociaux ici, mais je pense que c'est... Je ne suis pas sûre que ça ait contribué à enrichir le débat entre les gens. Voilà. Voire, on peut dire que ça peut avoir tendance à appauvrir radicalement le débat entre les gens. Moi, je vapote. Moi, je vapote. Mais qui a dit ça? Vous avez des preuves de ce que vous dites? Sincèrement, vous allez arrêter ou pas? Absolument, je vais essayer. Je pense qu'on ne va pas rouvrir ce débat. Je pense que, voilà, je ne vais pas vous refaire toute l'explication. Je pense qu'on a des sujets importants à aborder maintenant sur la façon dont on va faire repartir notre économie, sur la façon dont on va protéger tous les emplois, dont on va permettre à chacun d'accéder à un emploi, d'avoir un beau parcours dans lequel il s'épanouit. Et je pense que c'est ça qui doit nous occuper maintenant.